Bon, papy, répète après moi. Je n'interviendrai pas dans la vidéo de mon petit-fils. Je n'interviendrai pas dans la vidéo de mon petit-fils. C'est bon, t'es sûr? T'as bien compris. Mais oui, ne t'inquiète pas, tu peux commencer, je ne dis plus rien. Attends, est-ce que tu viens de me tirer la langue? Quoi? Mais enfin, mais pas du tout, je suis un adulte, je ne fais pas ce genre de choses. Tu viens de recommencer, là. Ah mais tout de même, c'est une vraie obsession, puisque je te dis que je n'ai pas tiré la langue. Ok, le vieux, alors mais qu'est-ce que tu fais? Non, Non, éloigne-toi. Non, tu lâches le tableau, là. Alors ça, mon petit gars, tu vas me le payer très cher. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie sur le plan ultime de Dumbledore, épisode 4. Si vous n'avez pas vu les épisodes 1, 2 et 3, je vous mets le premier juste ici en haut, et si vous voulez voir tous les autres, ils sont tous en lien dans la description de chacune des vidéos. Et si vous avez déjà fait tous vos devoirs et que vous êtes à jour, et ben dans ce cas, on y va sans plus attendre. Et dans cet épisode, on va aborder le 4e livre de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu. La Coupe de Feu, c'est un livre assez particulier dans le cadre du plan ultime de Dumbledore parce que c'est le livre par excellence dans lequel Dumbledore va totalement perdre le contrôle de la situation. Et bien évidemment, vous vous en doutez, Voldemort n'est pas du tout étranger à tout ça, étant donné que toute l'histoire de ce 4e tome tourne autour du retour à la vie de Voldemort à la fin du livre. Eh, mais arrête de spoiler les gens, enfin, c'est pas sympa. Oh, mais papy, mais enfin, mais tout le monde le sait, ça! Oui, bah c'est pas une raison. Oh là là, mais qu'il est fatigant, c'est pas possible. Parce qu'en effet, autant dans les livres 2 et 3, il y avait aussi des événements inattendus que Dumbledore parvenait plus ou moins bien à anticiper et à maîtriser, autant cette année, il avance complètement à l'aveugle, Dumbledore. Il voit bien que quelque chose se prépare et que tout ne va pas bien du tout, mais en revanche, il ne sait ni quoi, ni comment, ni à cause de qui ça se produit. Et c'est bien normal, puisqu'en réalité, tout ceci fait partie de ce qu'on pourrait appeler le plan ultime de Voldemort. Plan qui est d'ailleurs tout l'objet de ce roman. Exactement, mais par contre, pour autant, ça ne veut pas dire que Dumbledore a laissé tomber son plan. Et vous allez voir que dans ce livre, il y a énormément d'indices en plein milieu de l'intrigue qui vont totalement dans le sens de la théorie. Et au milieu de tout ça, il y a aussi un énorme indice qui nous montre que Dumbledore est au courant de beaucoup plus de choses que ce qu'on croit, et depuis bien plus longtemps que ce qu'on pourrait croire. On y reviendra à la fin, vous verrez bien de quoi je veux parler. Parce qu'en attendant, si vous êtes prêts, eh bien moi aussi, alors on ne perd pas une minute de plus. Plan ultime de Dumbledore, épisode 4, on y va, c'est parti, let's go! Bien, alors vous commencez à avoir l'habitude maintenant, parce que depuis le début ça fonctionne à peu près toujours de la même manière, mais comme pour chacune des années précédentes, la 4e année de Harry Potter à Poudlard va devoir servir à quelque chose de bien précis, et pour ce faire, Dumbledore a prévu un certain nombre d'objectifs à atteindre avant la fin de l'année. Je sens que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même poser la question. Dis-moi, cher petit-fils, combien y a-t-il d'objectifs cette année? Merci de poser la question, grand-père. Il y en a 3. Ah tiens, voilà qui est inattendu. Et ces 3 objectifs, bien évidemment, et comme d'habitude, sachant que je le rappelle, mais absolument rien n'est plus important que la préparation de Harry pour pouvoir vaincre Voldemort, devront être accomplis peu importe ce qui se passe à côté. Même si vous allez voir que ça va franchement être galère à cause de Voldemort, justement. Premièrement, Dumbledore va devoir introduire Harry à la communauté mondiale des sorciers et lui inculquer l'idée d'un monde magique uni. Puis deuxièmement, Dumbledore va aussi devoir initier Harry aux 3 sortilèges impardonnables. Et enfin, troisièmement, Dumbledore va également devoir montrer à Harry à quoi ressemblait le monde des sorciers la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Le tout bien évidemment réalisé par de petites combines cachées que je vais vous dévoiler tout au long de la vidéo. Commençons alors avec l'objectif numéro 1. Introduire Harry à la communauté mondiale des sorciers et lui inculquer l'idée d'un monde magique uni. Alors je sais que je le dis souvent, mais c'est un point extrêmement important de l'apprentissage de Harry. Parce que finalement, si on prend un petit peu de recul, il se trouve que Harry ne connaît quasiment rien du monde des sorciers. Tout ce qu'il connaît du monde magique, finalement, c'est Poudlard, et j'irais même encore plus loin en disant que tout ce qu'il connaît du monde magique, c'est uniquement la maison Gryffondor. Parce que mine de rien, il se trouve que Poudlard, c'est une école dans laquelle règne une profonde division. Et si c'est autant le cas, c'est principalement à cause de l'existence même des 4 maisons, qui sont
constamment en compétition pour remporter la coupe de l'école, et encore plus à cause des matchs de Quidditch qui opposent encore une fois et toute l'année ces 4 mêmes maisons. Poudlard, c'est une école conçue pour être divisée. C'est une école dans laquelle les élèves sont constamment amenés à être les uns contre les autres. Or, autant Dumbledore ne voulait pas que Harry aille à Serpentard pour toutes les raisons qu'on a évoquées dans le premier épisode, autant ça ne veut pas dire qu'aucun élève ne doit aller à Serpentard. Ce n'est pas parce que certains élèves représentent une menace pour Harry que la maison en elle-même est mauvaise. Et c'est le cas de toutes les maisons d'ailleurs. Et ce que doit faire Dumbledore cette année, c'est faire en sorte que Harry ne soit plus intégré seulement dans sa maison, mais dans l'école tout entière, afin que ce dernier se rende compte que la communauté magique n'est jamais aussi paisible et forte que lorsqu'elle est unie. Et pour ce faire, Dumbledore va avoir recours à 2 sous-étapes, dont la première est d'emmener Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. Mais attends, ça n'a rien à voir avec Dumbledore, ça. Ce sont les Weasley qui sont venus chercher Harry pour aller voir la Coupe du Monde de Quidditch. Oui, c'est vrai, mais c'est bien là que commence le problème, justement. Parce qu'en effet, ce sont bien les Weasley qui viennent chercher Harry chez les Dursley pour l'emmener à la Coupe du Monde de Quidditch, étant donné qu'ils ont réussi à avoir apparemment de très bonnes places. Et quand on parle de bonnes places, c'est vraiment des très bonnes places. Étant donné que d'après ce qu'on lit dans le bouquin, ils sont quand même installés dans la tribune officielle. Attends, quoi? La tribune officielle? Ce sont probablement les meilleures places de tout le stade. Ce sont les places où sont installés les Malfoy, l'une des familles de sorciers les plus riches du pays. Et là, vous êtes en train de me dire que les Weasley, la famille ultra pauvre, a eu des places pour venir se foutre là, alors qu'en plus ils arrivent, ils sont 10. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, bah oui, mais Xio, c'est pas Arthur Weasley qui les a achetées, les places, c'est Ludo Verpey qui leur en a fait cadeau, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont pu s'installer là. Eh oui, je sais, mais même ça, c'est super bizarre. Non, parce que vous savez qui c'est, Ludo Verpey? Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, Ludo Verpey, c'est le mec qui est responsable de l'organisation des événements au sein du monde des sorciers. C'est lui qui a organisé la Coupe du Monde de Quidditch, et c'est aussi lui qui a organisé le tournoi des 3 sorciers à Poudlard. Mais attention, parce que Ludo Verpey, c'est aussi un mec qui est ultra endetté. Et vous voulez savoir endetté à quel point? Il est endetté au point qu'à la fin du livre, il est obligé de démissionner et de fuir le pays pour échapper à ses créanciers. Donc autant vous dire que le mec est quand même un petit peu dans la merde. Il croule tellement sous les dettes qu'il cherche absolument et par n'importe quel moyen à gagner de l'argent, jusqu'à engager des paris sur absolument n'importe quoi avec absolument n'importe qui. Ludo Verpey est un mec qui a désespérément besoin d'argent. Et là, ça lui prend comme ça, il va faire cadeau de 10 places, que dis-je, 10 des meilleures places du stade aux Weasley. C'est pas logique. Je suis désolé, c'est pas logique parce que ces places coûtent extrêmement cher. Et plutôt que d'en faire cadeau aux Weasley, il aurait pu les revendre à son profit et combler toutes ses dettes et enfin sortir la tête de l'eau. Je veux dire, c'est pas un truc que j'invente, même Lucius Malfoy nous le dit. Seigneur, dit-il à voix basse, qu'avez-vous donc vendu pour obtenir des places dans la tribune officielle? Votre maison n'aurait certainement pas suffi à payer le prix des billets. Alors je sais que Lucius Malfoy est tout le temps en train de dénigrer la famille Weasley et d'essayer de les rabaisser. Mais si on fait un rapide calcul, il se pourrait bien que là, il soit pas du tout en train d'exagérer. Pour vous donner un exemple, la chaîne Super Carlin Brothers, qui est une excellente chaîne américaine d'où provient d'ailleurs cette théorie, s'est amusée à faire un petit comparatif avec le prix des billets du Super Bowl, histoire de se faire une idée. Et accrochez-vous bien parce que vous êtes pas prêts, hein, mais le prix des meilleures places pour le Super Bowl, ça avoisine les 60 000 $. Et les Weasley, ce billet-là, ils l'ont 10 fois. Et alors, je suis pas prof de maths, mais si mes calculs sont exacts, 10 fois 60 000, je crois que ça fait 600 000 $. Donc effectivement, vous voyez que c'est tout à fait possible que la maison des Weasley ne suffise pas à payer autant de billets. D'après la théorie, c'est Dumbledore qui est derrière tout ça. Ce serait lui qui aurait pris ses places pour la Coupe du Monde de Quidditch et qui aurait demandé à Ludo Verpey de les offrir aux Weasley. Et ce, dans le seul et unique but de pouvoir faire venir Harry à la Coupe du Monde de Quidditch. Parce qu'il est très important que Harry assiste à cet événement. C'est grâce à cet événement que Harry va prendre conscience de l'étendue de la terreur que pourrait provoquer le retour de Voldemort. Ce que cherche à faire Dumbledore ici, c'est faire prendre conscience à Harry de tout ce qui pourrait être menacé par le retour de vous savez qui, et de la portée gigantesque que ça aurait. Le retour de Voldemort, c'est pas quelque chose qui le concerne uniquement lui ou Poudlard, ça concerne le monde entier si ça arrive. Et ça, il est très important que Harry Potter en ait conscience
très vite. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, Dumbledore sait déjà que Harry devra se sacrifier à la fin de l'histoire. C'est quelque chose qu'il a déjà compris, et c'est pour ça que Dumbledore montre tout ça à Harry. Parce que pour vaincre définitivement Voldemort, il est indispensable que Harry accepte de se sacrifier à la toute fin de l'histoire. Dumbledore doit donc montrer à Harry le nombre de vies qu'il pourrait sauver grâce à son sacrifice. Et pour le coup des places, c'est tout à fait possible, parce qu'on sait aussi que Ludo Verpey, c'est celui qui va organiser le tournoi des Trois Sorciers à Poudlard. C'est donc quelqu'un qui a forcément eu énormément de contact avec Dumbledore ces derniers temps. Et ce dernier n'aurait alors eu aucun mal à demander ce service à Ludo au cours des très nombreuses discussions qu'ils ont obligatoirement eues ensemble. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'il a été obligé de prendre 10 places? Pourquoi il n'a pas juste pris une place pour Harry? Eh bien tout simplement parce que si Harry ne peut pas y aller avec les Weasley, autant considérer qu'il ne peut pas y aller du tout. Étant donné que les Weasley sont plus ou moins le seul contact fiable que Harry possède dans le monde des sorciers. Ah tiens, et puisqu'on parle du tournoi des Trois Sorciers, passons justement à notre deuxième sous-étape pour ce premier objectif. Toujours dans l'idée d'inculquer à Harry cette idée d'unité du monde des sorciers, Dumbledore compte bien profiter du tournoi des Trois Sorciers car il s'agit là d'une occasion en or de rassembler toute l'école, qui, on l'a vu, est sacrément divisée, derrière un champion commun qui les rassemblera tous. À ce moment-là, il n'y a plus de maison, il n'y a que Poudlard représenté par Cédric Diggory. Et bien au-delà de ça, il se trouve que l'un des objectifs principaux du tournoi des Trois Sorciers est justement de se faire des amis dans le monde entier. Hermione le dira d'ailleurs elle-même, le but de ce tournoi est la coopération magique internationale. Mais bien évidemment, ça c'était sans compter sur le fait que Harry allait devoir participer au tournoi des Trois Sorciers, ce qui divisera encore plus l'école que c'était le cas avant. Ah, quand je vous disais que Voldemort il allait foutre la merde. Mais maintenant que le tournoi est lancé, on peut passer à l'objectif numéro 2 de cette année, initier Harry aux 3 sortilèges impardonnables. Alors là pour le coup c'est super évident. C'est évident que Dumbledore a mis ça en place en prédiction du retour imminent de Lord Voldemort. Parce qu'avec l'évasion de Peter Pettigrew dans l'épisode précédent, Dumbledore sait que le retour du Seigneur des Ténèbres n'est désormais plus qu'une question de temps. Il doit donc réagir très vite et d'une part informer ses élèves quant aux dangers imminents et aux atrocités qui vont bientôt arriver, mais surtout il doit informer et préparer Harry lui-même. En même temps vous me direz, c'est un petit peu ce qu'il fait depuis le début. Parce qu'à l'origine, le ministère ne veut pas que les élèves de Poudlard apprennent quoi que ce soit sur les sortilèges impardonnables, étant donné qu'il est juste trop jeune. Mais comme le dit si bien le faux Maugret, le professeur Dumbledore se fait une plus haute idée de votre caractère, et pense que vous êtes capable d'en apprendre davantage. J'ajoute que plus vite vous saurez ce qui vous attend, mieux ça vaudra. Et là, bon, on pourrait se dire que le faux Maugret, donc Barty Croughton Jr., est en train de mentir, et que Dumbledore ne lui a jamais demandé ça. Mais en fait, si, c'est forcément ça, et ça colle même plutôt très bien. Déjà, d'une, parce que informer les élèves de Poudlard de manière précoce quant à l'existence de ces sortilèges, Voldemort ça lui sert à rien. Au contraire, ça dessert même plutôt ses intérêts, puisque c'est clairement un avertissement à attention, il y a du danger qui se prépare. Alors que Voldemort, lui, il essaye de revenir en toute discrétion. Donc ça déjà c'est une chose, mais aussi et surtout parce que Dumbledore sait ce qui est enseigné durant ses cours. Il est au courant que Maugret enseigne les sortilèges impardonnables aux élèves, et malgré tout ça, il le laisse faire. Or, on le sait, ce que Dumbledore laisse faire, c'est ce que Dumbledore veut. Même les cours suivants, lorsque Barty Croughton Jr. les entraîne à résister au sort de l'Imperium, c'est-à-dire que lui il lance l'Imperium sur eux et ils doivent s'entraîner à bloquer. Eh bien même ça c'était voulu par Dumbledore, et alors là je sais que ça peut paraître assez horrible, parce que c'est quand même un sortilège impardonnable qu'on applique sur les élèves. Mais en l'occurrence, étant donné que Dumbledore est forcément au courant que ces cours ont lieu et de ce qui se passe pendant les cours, et sachant en plus qu'on a vu précédemment que Dumbledore est formellement opposé à toute forme de maltraitance envers ses élèves, étant donné qu'il n'intervient pas et qu'il ne fait rien pour empêcher ces cours, on est obligé d'admettre que Dumbledore voulait que ces cours aient lieu. C'est pas une manière brutale de la part de Barty Croughton Jr. de mener à bien ses cours. C'est ce que Dumbledore lui a demandé de faire. Mais d'un autre côté, oui, c'est très violent pour les élèves, mais ça se montre extrêmement utile, puisque grâce à ces cours, les élèves seront capables de 1. Résister à l'Imperium, 2. Reconnaître quelqu'un qui en est victime. Et ça, ce sont des compétences cruciales que Harry doit absolument obtenir. Parce que si Voldemort revient au pouvoir, il est évident que plein de gens seront sous l'emprise de l'Imperium. Il est donc indispensable que Harry soit capable d'y résister et de reconnaître les gens qui sont sous l'emprise de ce sortilège. Et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien puisque Harry, à la fin du livre, parvient à repousser Voldemort lorsqu'il essaye de lui infliger le sort de l'Imperium, et ça marche également dans les Reliques de la Mort au cours de la bataille des 7 Potters, durant laquelle Harry remarque que Stan, le chauffeur du Magicobus, est justement sous l'emprise de l'Imperium. Et quant à Croughton Jr., bah lui il est bien obligé de mener à bien ses cours, parce qu'il est sous couverture, donc il doit faire ce qu'on lui demande sans broncher. Parce que mine de rien, Dumbledore est convaincu jusqu'à la toute fin du livre qu'il a bien en face de
lui le véritable Alastor Mowgray. Et c'est ainsi que nous en arrivons à notre troisième objectif de cette année, montrer à Harry à quoi ressemblait le monde la dernière fois que Voldemort était au pouvoir. Et tout ce qu'on va voir se passe durant une seule et unique scène, la scène de la pancine. La pancine, c'est un objet qui est présent dans le bureau de Dumbledore, décrit comme une sorte de grand bol plat dans lequel se trouve une étrange substance qui, lorsqu'on plonge la tête à l'intérieur, nous remontre dans les moindres détails un souvenir. Et quand Harry découvre par accident la pancine, il y voit alors se dérouler le procès de Igor Karkaroff, qui était alors un mange-mort, ainsi que l'arrestation de Barty Croughton Jr. Et on va entrer dans le vif du sujet tout de suite, mais Harry qui découvre la pancine, ce n'est absolument pas un accident. Non mais sans déconner, regardez la réaction de Dumbledore quand il revient et qu'il voit Harry la tête dedans. J'étais en train de consulter la pancine lorsque Monsieur Fudge est arrivé pour notre réunion, et j'ai été obligé de la ranger en toute hâte. De toute évidence, je n'ai pas refermé l'armoire convenablement, et il n'est pas étonnant que ton attention ait été attirée. Ah non mais là j'y crois pas une seconde, non mais là c'est le summum. D'où Dumbledore, il s'en va de la pièce comme ça en laissant la pancine en libre accès à n'importe qui. Alors que c'est quand même un objet qui contient tous ses souvenirs les plus intimes. Et puis d'où il engueule pas Harry d'ailleurs, alors que le mec était clairement en train de fouiller dans ses affaires. Bah y a qu'une seule explication possible, Dumbledore voulait que Harry voie la pancine. Il a totalement fait exprès de la laisser ouverte. Surtout que ce qu'apprend Harry en regardant à l'intérieur, c'est extrêmement important pour lui, puisque ça permet à Dumbledore de montrer à Harry que lorsque Voldemort était au pouvoir, il régnait un véritable climat de paranoïa, dans lequel absolument tout le monde se méfiait de tout le monde et où personne ne pouvait avoir confiance en personne. Il montre ainsi à Harry que l'une des plus grandes forces de Voldemort, c'était sa capacité à semer la discorde, ce qui vient d'ailleurs renforcer encore plus notre objectif numéro 1, qui était justement de montrer à Harry qu'il était très important de rester uni. Au cours de cette année, Dumbledore fait vraiment un plan en thèse-antithèse afin de montrer à Harry les dangers que représente le retour de Voldemort. D'un côté, il lui montre un monde sans Voldemort, et de l'autre, il lui montre un monde avec Voldemort. Et là, vous vous demandez peut-être, mais quel est le but derrière tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de lui montrer ça? Eh bien, si Dumbledore fait ça, c'est tout simplement pour s'assurer que lorsque Harry devra se sacrifier pour sauver tout le monde, il le fera. Et maintenant, il est temps que je vous parle du fameux énorme indice dont je vous parlais au début. C'est un indice qui permet quasiment à lui seul de tout justifier, de comprendre que effectivement Dumbledore calcule tout depuis le tout début. C'est un indice qui ne tient qu'en une seule phrase présente tout à la fin du livre, au moment où Harry raconte à Dumbledore ce qui s'est passé dans le cimetière et comment Voldemort est revenu à la vie, et plus précisément juste après que Harry ait révélé à Dumbledore que Voldemort avait utilisé pour ça le sang de Harry. Un bref instant, Harry crut déceler dans le regard d'Albus Dumbledore quelque chose qui ressemblait à une lueur de triomphe, mais il fut bientôt persuadé que c'était un simple effet de son imagination, car lorsque Dumbledore retourna s'asseoir derrière son bureau, jamais il n'avait paru aussi las, aussi vieux. Honnêtement, est-ce que quand vous lisez ça, vous avez pas clairement l'impression que Dumbledore joue la comédie et qu'il cache quelque chose à Harry? Est-ce que cette lueur de triomphe qu'a entreaperçu Harry ne serait pas tout simplement la véritable émotion que ressent Dumbledore à cet instant? Parce que dans les reliques de la mort, on peut aussi lire ceci. Mais si Voldemort a utilisé le sortilège Avada Kedavra, reprit Harry, et que cette fois personne n'a succombé à ma place, comment puis-je être encore vivant? Je crois que tu le sais, répliqua Dumbledore. Repense au passé, souviens-toi de ce qu'il a fait dans son ignorance, sa cupidité et sa cruauté. Il a pris mon sang, dit Harry. Dès la fin du 4e livre, Dumbledore a compris que Voldemort avait déjà perdu. Dès ce moment-là, Dumbledore avait compris que Voldemort ne pourrait pas tuer Harry et que la prophétie allait s'accomplir. Ce que constate Dumbledore ici, c'est que malgré toutes les galères de l'année, et malgré tout ce qui s'est passé sans que Dumbledore ait le moindre contrôle dessus, son plan fonctionne toujours. Et en plus, à la toute fin de la Coupe de Feu, dans son discours de fin d'année, Dumbledore nous dit ceci. Si un jour vous avez à choisir entre le bien et la facilité, souvenez-vous de ce qui est arrivé à un garçon qui était bon, fraternel et courageux, simplement parce qu'il a croisé le chemin de Lord Voldemort. Souvenez-vous de Cédric Diggory. Et ce message, il est clairement adressé à Harry lui-même. Parce qu'à ce stade de l'histoire, je vous l'ai déjà dit, mais Dumbledore sait déjà que Harry est un Horcrux, et qu'il devra par conséquent se laisser mourir à la fin. Et quand le moment sera venu, Harry devra faire preuve d'un très grand courage et choisir. Parce que quand le moment sera venu, Harry ne devra pas faire ce qui est facile,
mais ce qui est bien. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo et à activer la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Si vous avez envie qu'on garde contact entre les vidéos, je vous invite également à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai Instagram, j'ai même une page YouTube si vous voulez me soutenir un petit peu financièrement. Tout est dans la description. Enfin voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine, et je vous fais des bisous. Allez, ciao!